Ma main tremblait quand j'ai sorti cette enveloppe froissée de la poubelle de la salle de bain. Examen, bêta-HCG, Camila Rodrigues, résultat, positif. La voix de ma meilleure amie résonnait encore de l'après-midi précédent. Je suis venue juste pour discuter, Laura, prendre un petit café. 20 ans d'amitié se sont effondrés en quelques secondes, mais je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Avant de continuer cette histoire bouleversante, n'oubliez pas de me dire en commentaire d'où vous écoutez notre histoire et abonnez-vous à la chaîne pour plus de témoignages comme celui-ci. Vous savez, c'était un jeudi après-midi ordinaire à São Paulo. J'étais en train de corriger des copies d'histoire quand Camila a sonné à la porte. Son sourire était le même que d'habitude, ce sourire chaleureux qui m'avait accompagné depuis nos 15 ans. Elle portait cette robe bleue que je lui avais offerte pour son anniversaire, celle qui faisait ressortir ses yeux noisettes. « Salut, ma chérie, tu as du temps pour moi ?» Elle s'est assise sur le canapé beige de notre salon, celui que Daniel et moi avions choisi ensemble il y a 3 ans. J'ai eu une journée difficile au travail. J'ai besoin de parler à ma sœur de cœur. Sœur de cœur. C'est comme ça qu'on s'appelait depuis le lycée. Camila était plus qu'une amie. Elle était ma confidente, ma complice, celle qui connaissait tous mes secrets. Elle dormait chez nous quand elle le voulait, voyageait avec Daniel, notre fille Sophia et moi. Elle faisait partie de la famille. Nous avons passé 2 heures à boire du café, à parler de tout et de rien. Elle m'a raconté ses problèmes avec son patron, ses doutes sur sa vie amoureuse, ses projets de vacances. Tout semblait normal. Trop normal, peut-être. Tu sais, Laura, tu as de la chance d'avoir Daniel. Il est si attentionné, si protecteur. Elle a souri en regardant la photo de notre mariage accrochée au mur. Parfois, j'aimerais avoir quelqu'un comme lui dans ma vie. J'ai ri, sans me douter de rien. Un jour, tu trouveras ton prince charmant, Camila. Tu le mérites. Vers 18 heures, elle est partie. Daniel est rentré du bureau peu après, fatigué comme d'habitude. Notre fille jouait dans sa chambre. Une soirée banale dans notre appartement de classe moyenne à Villa Madalena. Le lendemain matin, vendredi, j'ai décidé de faire le ménage. Sophia était à l'école, Daniel au travail. C'était mon moment de tranquillité hebdomadaire. J'ai commencé par la cuisine, puis le salon, et enfin les salles de bain. C'est là que tout a basculé. En vidant la poubelle de la salle de bain d'invités, celle que Camila avait utilisée la veille, j'ai vu un coin d'enveloppe blanche dépassé. Quelque chose d'inhabituel. Nous ne recevions jamais de courrier médical à la maison. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai lu l'entête. Laboratoire São Paulo, analyse médicale. Et en dessous, en lettres noires, Camila Rodrigues, 34 ans. Mes mains ont commencé à trembler. Pourquoi ma meilleure amie aurait-elle jeté ses résultats d'analyse chez moi ? Pourquoi ne pas les avoir gardés? Ou jetés chez elle? J'ai ouvert l'enveloppe avec des gestes mécaniques. Le papier était légèrement humide, taché. Mes yeux ont parcouru les lignes médicales complexes jusqu'à arriver à la conclusion bêta-HCG 2847 MUI-ml, compatible avec une grossesse de 8-10 semaines. Le monde s'est arrêté. Camila était enceinte. Camila qui m'avait dit la veille qu'elle n'avait personne dans sa vie. Camila qui cherchait son prince charmant. Camila qui venait chez moi juste pour parler. J'ai relu le document 3 fois, espérant avoir mal compris. Mais non, c'était bien là, noir sur blanc. Ma meilleure amie était enceinte de 2 mois et avait choisi de cacher cette nouvelle dans mes poubelles. Pourquoi? Cette question a tourné dans ma tête pendant des heures. J'ai rangé le document dans mon tiroir secret, celui où je gardais mes bijoux et mes papiers importants. Instinctivement, j'ai su qu'il fallait le protéger. L'après-midi, quand Sophia est rentrée de l'école, j'ai fait semblant que tout allait bien. Nous avons fait ses devoirs ensemble, préparé le dîner. Mais mon esprit était ailleurs, dans cette enveloppe, dans cette grossesse secrète. Le soir, Daniel est rentré avec des fleurs, des roses blanches, mes préférées. Pour ma femme adorée, a-t-il dit en m'embrassant. Son geste m'a semblé étrange, inhabituel. Daniel n'était pas le genre d'homme à apporter des fleurs sans raison. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» j'ai demandé, essayant de paraître naturel. « Rien de spécial. J'avais juste envie de te faire plaisir. » Pendant le dîner, j'ai observé mon mari différemment. Ses gestes, ses expressions, sa façon de me regarder. Quelque chose avait changé, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Cette nuit-là, allongé dans notre lit, j'ai écouté sa respiration régulière. Daniel dormait paisiblement à côté de moi, mais moi, je fixais le plafond. Une pensée terrible commençait à germer dans mon esprit. Une pensée que je refusais d'accepter.
Et si... Non. C'était impossible. Camilla était ma sœur de cœur. Daniel était mon mari fidèle depuis 10 ans. Je devenais paranoïaque. Cette grossesse n'avait rien à voir avec nous. Mais pourquoi avait-elle jeté ses résultats chez moi? Ce week-end a été le plus long de ma vie. Chaque geste de Daniel, chaque mot, chaque silence prenait une dimension nouvelle. J'analysais tout avec la minutie d'une enquêtrice, cherchant des indices que je ne voulais pas trouver. Daniel était comptable dans une grande entreprise du centre-ville. Méthodique, organisé, prévisible. Depuis 10 ans de mariage, je connaissais ses habitudes par cœur. Réveil à 6h30, café noir sans sucre, consultation des actualités financières sur son téléphone pendant 15 minutes exactes. Mais ce matin-là, il était différent. Plus attentif, plus coupable. « Tu veux que je prépare le petit déjeuner ?» m'a-t-il proposé en nouant sa cravate bleue. Daniel ne proposait jamais de préparer le petit déjeuner. C'était mon rituel matinal depuis des années. Non, ça va, je m'en occupe. J'ai observé son reflet dans le miroir de l'entrée. Il vérifiait son apparence avec plus de soin qu'habituellement. Ses cheveux châtains étaient parfaitement coiffés, sa barbe impeccablement taillée. Pour qui se faisait-il beau? L'après-midi, Sophia jouait dans le jardin commun de notre résidence quand mon téléphone a sonné. Camilla. « Salut, ma chérie, ça va ?» Sa voix était enjouée, comme toujours. Aucune trace d'embarras ou de nervosité. Comment pouvait-elle être si naturelle? « Ça va. Et toi? »« Oh, tu sais, le travail, la routine. Dis-moi, tu ne veux pas qu'on aille déjeuner demain? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de moment entre filles. » Entre filles. Cette expression me faisait mal maintenant. Depuis quand y avait-il des secrets entre nous? Je ne sais pas, Camilla. J'ai beaucoup de copies à corriger. Allez, ma sœur, une petite heure. J'ai des choses à te raconter. Des choses à me raconter. Sa grossesse, peut-être? Ou au contraire, d'autres mensonges pour couvrir la vérité. D'accord. Demain midi, au café d'Avila. Après avoir raccroché, j'ai repensé à notre amitié. Camilla et moi nous étions rencontrés au lycée public de notre quartier. Elle était nouvelle, arrivée de l'intérieur, timide et perdue. Je l'avais prise sous mon aile. Nous étions devenus inséparables. 20 ans d'amitié. 20 ans de confidence, de rire, de larmes partagées. Elle avait été témoin à mon mariage, marraine de Sophia. Quand ses parents étaient morts dans un accident de voiture il y a 5 ans, c'est chez nous qu'elle avait trouvé refuge. Daniel l'avait toujours bien accueillie. Peut-être trop bien, maintenant que j'y repensais. Il était attentionné avec elle, prévenant. Il connaissait ses goûts, ses habitudes. Il savait qu'elle aimait son café avec beaucoup de lait, qu'elle était allergique aux crevettes, qu'elle regardait toujours les films romantiques en pleurant. Comment n'avais-je pas remarqué cette complicité grandissante? Les signaux étaient là, flagrants. Camilla qui connaissait nos horaires par cœur, qui apparaissait toujours quand Daniel était là, qui trouvait des excuses pour rester dîner quand je devais sortir pour mes réunions de professeurs. « Tu es sûr que ça ne te dérange pas que je reste avec Daniel et Sophia ?» demandait-elle avec un sourire innocent. « Je peux très bien rentrer chez moi. »« Mais non, voyons, tu fais partie de la famille. » Partie de la famille. Quelle ironie! Je me souvenais maintenant de certains détails troublants. Les fois où je les avais trouvés en train de rire ensemble dans la cuisine, interrompant leur conversation dès que j'apparaissais. Les regards complices qu'ils échangeaient parfois pendant les dîners. La façon dont Daniel défendait toujours Camilla quand j'émettais le moindre reproche. « Tu es trop dure avec elle, Laura. Camilla traverse une période difficile. » Et moi, l'idiote, je me sentais coupable de ne pas être assez compréhensive avec ma sœur de cœur. Le dimanche soir, pendant que Sophia regardait ses dessins animés, j'ai décidé de fouiller discrètement. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais quelque chose me poussait à creuser. Le téléphone de Daniel était sur la table basse. Il prenait sa douche. J'avais peut-être 10 minutes. Mes mains tremblaient en ouvrant sa messagerie. Rien d'inhabituel dans les messages récents. Des échanges avec ses collègues, quelques blagues avec ses amis de football, des messages pratiques avec moi. Puis, j'ai vu un nom dans la liste des contacts récents. Cam avec un cœur bleu. Camilla. J'ai cliqué sur la conversation. Les messages étaient récents, datés de cette semaine. Ce que j'ai lu m'a glacé le sang. « Tu penses qu'elle soupçonne quelque chose ?» avait écrit Camilla. « Non, ne t'inquiète pas. Laura ne remarque jamais rien », avait répondu Daniel. « J'ai hâte qu'on puisse enfin être ensemble officiellement. Bientôt, ma chérie. Laisse-moi gérer ça à ma façon. » Mon cœur s'est arrêté. Le téléphone a failli me glisser des mains. Laura ne remarque jamais rien.
Cette phrase résonnait dans ma tête comme un coup de marteau. J'ai fait défiler la conversation vers le haut. Il y avait des dizaines de messages remontant à plusieurs mois. Des mots tendres, des rendez-vous secrets, des je t'aime échangés pendant que j'étais au travail. Et puis, ce message de la semaine dernière qui m'a achevé. Camilla avait écrit « Rendez-vous confirmé pour l'échographie demain 14h. Hâte de voir notre bébé. » Daniel avait répondu « Notre bébé. » J'ai encore du mal à y croire. Tu es sûre qu'elle ne trouvera pas les résultats? T'inquiète. Je les ai jetés chez elle après ma visite. Elle ne fouille jamais les poubelles. Notre bébé. Elle avait jeté les résultats chez moi, délibérément. Pour que je les trouve? Ou par simple mépris? Le bruit de la douche s'est arrêté. J'ai remis le téléphone exactement à sa place et j'ai couru aux toilettes, prétextant une envie urgente. Devant le miroir, j'ai regardé mon reflet. Laura Mendes Santos, 35 ans, professeure d'histoire, mère de famille modèle. Une femme trompée, trahie par les deux personnes qu'elle aimait le plus au monde. Les signes avaient toujours été là. Je ne voulais simplement pas les voir. Cette découverte a marqué le début de ma transformation. Du jour au lendemain, je suis devenue une autre personne. Plus froide, plus calculatrice. J'ai compris qu'il fallait que j'agisse avec intelligence plutôt qu'avec émotion si je voulais protéger ma fille et préserver ma dignité. Le lundi matin, j'ai pris un congé maladie. Pour la première fois en 10 ans de carrière d'enseignante, j'ai menti à mon directeur. Mais j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier. Sophia était à l'école, Daniel au bureau. J'étais seule avec la vérité. J'ai commencé par faire des recherches sur Internet. Comment prouver une infidélité? Quels sont mes droits en cas de divorce? Comment protéger les intérêts de ma fille? Chaque page que je lisais me donnait plus de force et de détermination. Puis j'ai appelé une avocate, Maître Erika Silva. Son cabinet était réputé pour défendre les femmes dans les affaires de divorce difficiles. Sa secrétaire m'a donné un rendez-vous pour le mercredi suivant. En attendant, j'ai décidé de mener ma propre enquête. Si Daniel et Camilla me prenaient pour une idiote qui ne remarque jamais rien, j'allais leur prouver le contraire. J'ai commencé par installer discrètement une application de surveillance sur l'ordinateur familial. Daniel y consultait parfois ses mails personnels. Puis j'ai acheté un petit carnet où j'ai noté tous leurs comportements suspects des derniers mois. Leurs absences simultanées, leurs regards complices, leurs conversations interrompues. Le mardi soir, pendant que Daniel regardait le football, j'ai fouillé ses affaires. Dans la poche de sa veste de costume, j'ai trouvé un ticket de restaurant daté de la semaine précédente. Un restaurant chic du centre-ville, pour 2 personnes. Le même jour où il m'avait dit qu'il déjeunait avec un client. Dans son portefeuille, caché derrière ses cartes de crédit, il y avait une photo, une échographie, avec une date récente et le nom de Camilla en haut du cliché. Mon cœur s'est serré. Voir cette image de leur bébé m'a fait plus mal que tous les messages que j'avais lus. J'ai photographié tout ça avec mon téléphone. Chaque preuve était soigneusement documentée et sauvegardée. Le mercredi, j'ai rencontré Maître Silva. C'était une femme d'une 50aine d'années, élégante et directe. Son bureau sentait le cuir et l'ambition. Elle m'a écouté sans m'interrompre pendant que je lui racontais toute l'histoire. « Madame Santos, vous avez déjà réuni des preuves solides », m'a-t-elle dit en examinant les photos sur mon téléphone. « Mais il nous faut plus. En droit brésilien, nous devons prouver non seulement l'infidélité, mais aussi que cette infidélité a causé la rupture irrémédiable du mariage. » Elle m'a expliqué la procédure de divorce, les questions de garde d'enfants, la pension alimentaire. Tout était très technique, mais j'écoutais attentivement. J'apprenais le vocabulaire de ma nouvelle réalité. Je vous conseille de continuer à documenter leurs relations, des photos, des messages, des témoignages. Plus nous aurons de preuves, mieux ce sera pour vous. Et ma fille, comment la protéger de tout ça? Sophia a 8 ans. À cet âge, le juge prendra en compte son opinion si nécessaire. Mais nous ferons tout pour que ça n'arrive pas. L'important, c'est de prouver que vous êtes la mère la plus apte à l'élever. En sortant du cabinet, j'avais un plan. J'allais documenter chacun de leurs gestes, chacune de leurs rencontres. J'allais devenir leur ombre invisible. Le jeudi soir, j'ai prétexté une soirée avec mes collègues de travail. En réalité, je me suis cachée dans ma voiture en face de notre immeuble. À 20h30, Camilla est arrivée. Elle avait les clés de chez nous depuis des années. J'ai attendu. 1 heure plus tard, ils sont sortis ensemble. Daniel portait sa plus belle chemise, celle que je lui avais offerte pour notre anniversaire de mariage. Camilla était radieuse dans une robe que je ne lui connaissais pas. Je les ai suivis discrètement jusqu'au restaurant du centre-ville, le même dont j'avais trouvé le ticket.
Ils se sont installés à une table isolée, près de la fenêtre. Depuis ma voiture, je pouvais les observer avec mes jumelles. Leurs gestes étaient ceux d'un couple amoureux. Daniel lui tenait la main. Elle riait à ses plaisanteries. À un moment, il a posé sa main sur son ventre, sur leur bébé. J'ai pris des photos avec mon téléphone, zoomant au maximum. Puis ils sont allés chez elle. Je les ai suivis jusqu'à son appartement dans le quartier de Pinheiros. Daniel est monté avec elle. Sa voiture est restée garée devant l'immeuble jusqu'au lendemain matin. Cette nuit-là, j'ai dormi seule dans notre lit conjugal. Quand Sofia m'a demandé où était papa, j'ai inventé une histoire de réunion urgente au bureau. Les mensonges devenaient naturels. C'était effrayant de voir à quelle vitesse j'apprenais à mentir. Le vendredi, Daniel est rentré comme si de rien n'était. Il m'a embrassé sur la joue, a joué avec Sofia, a raconté sa journée de travail. Un comédien parfait. Ou peut-être que j'étais la seule à voir son jeu maintenant. « Tu as l'air fatiguée, chérie », m'a-t-il dit pendant le dîner. J'ai mal dormi. « Tu m'as manqué ?» Il a souri, mais son sourire était faux. Tout chez lui était devenu faux. Le samedi matin, pendant qu'il faisait du sport, j'ai fouillé son téléphone une nouvelle fois. Il y avait de nouveaux messages avec Camilla. Ils planifiaient un week-end ensemble le mois suivant. « Je dirai à Laura que j'ai un séminaire à Rio », avait écrit Daniel. J'ai photographié chaque message. Mon dossier de preuves grossissait de jour en jour. L'après-midi, Camilla nous a rendu visite. Elle était rayonnante, mais je remarquais maintenant qu'elle cachait son ventre sous des vêtements amples. Elle a joué avec Sofia dans le jardin pendant que Daniel et moi préparions le barbecue. Elle a l'air en forme, j'ai dit à Daniel en la regardant courir après ma fille. Oui, Camilla traverse une bonne période en ce moment. Une bonne période. Enceinte de mon mari, elle traversait effectivement une excellente période. Le soir, après son départ, j'ai trouvé un autre indice. Dans la salle de bain, elle avait oublié un tube de crème anti-vergeture, spécialement conçu pour les femmes enceintes. Je l'ai ajouté à ma collection de preuves. 7 jours s'étaient écoulés depuis ma découverte. 7 jours pendant lesquels j'avais vécu dans le mensonge, accumulant les preuves de ma propre humiliation. Mais j'étais prête. Mon plan était en place. Guardé tudo en silencio. Ateoge. Le moment de vérité est arrivé un dimanche soir. Sofia dormait dans sa chambre. Daniel regardait la télévision dans le salon. J'ai pris une grande inspiration et j'ai posé l'enveloppe sur la table basse, devant lui. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé sans lever les yeux de l'écran. « Regarde ». Il a ouvert l'enveloppe et son visage a changé instantanément. Le résultat de grossesse de Camilla était là, sous ses yeux. Impossible de nier. « Laura, je peux t'expliquer ?»« Explique-moi alors. » Il a essayé de bafouiller une justification, mais les mots ne sortaient pas. Comment expliquer l'inexplicable? Comment justifier l'injustifiable? C'est compliqué. Compliqué? Tu as mis ma meilleure amie enceinte et c'est compliqué? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les photos que j'avais prises au restaurant, devant chez Camilla, les captures d'écran de leurs messages. Son visage est devenu blême. Tu m'espionnes maintenant? Je me protège. Nuance. C'est à ce moment-là que Camilla a débarqué. Elle avait les clés, elle entrait toujours comme chez elle. Quand elle nous a vus, Daniel avec l'enveloppe dans les mains et moi avec mon téléphone, elle a tout de suite compris. « Laura, laisse-moi t'expliquer. Toi aussi tu vas m'expliquer. Parfait. Je vous écoute tous les deux. » Ils se sont regardés, puis Camilla s'est mise à pleurer. De vrais sanglots, pas du cinéma. Daniel s'est levé pour la consoler et ce geste m'a achevé. Même pris en flagrant délit, il la consolait elle. « Tu ne comprends pas, Laura », a-t-elle dit entre deux sanglots. « On ne voulait pas que ça arrive. C'est arrivé comme ça. »« Comme ça? Vous êtes tombés dans le même lit par accident? »« Tu es méchante, » a murmuré Daniel. « Méchante. Moi, j'étais méchante. Pas eux qui me trompèrent depuis des mois. Pas eux qui avaient détruit ma famille. Moi. Sors de chez moi, Camilla. Laura, s'il te plaît. Sors !» Elle est partie en claquant la porte. Daniel et moi sommes restés face à face dans un silence pesant. « Depuis quand ?» j'ai demandé. « Ça n'a pas d'importance. Ça en a pour moi. »« Depuis quand ?» 6 mois. 6 mois. Pendant 6 mois, il m'avait menti en face. Pendant 6 mois, j'avais vécu dans l'illusion d'une famille heureuse. « Tu l'aimes ?» Il a baissé les yeux. Sa réponse était là, dans son silence. « Et Sofia? Tu y as pensé à Sofia ?» Bien sûr que j'y ai pensé. Tu crois que c'est facile pour moi? Facile? Facile? Ma voix montait malgré moi. Tu détruis ta famille et tu me parles de facilité.
Tu ne comprends pas, Laura. Toi et moi, on n'était plus vraiment un couple depuis longtemps. » Cette phrase m'a fait l'effet d'une gifle. Comment osait-il rejeter la faute sur moi? Sur nous? Alors c'est ma faute si tu m'as trompé? Ce n'est la faute de personne. C'est la vie. C'est la vie. 20 ans d'amitié détruits, 10 ans de mariage anéantis, une famille brisée. Et lui, il appelait ça la vie. Le lendemain matin, Daniel a fait ses valises. Il allait s'installer chez Camilla temporairement, le temps qu'on organise les choses. Qu'on organise quoi? Notre divorce? Nos mensonges à Sophia? Papa s'en va? Sophia me regardait avec ses grands yeux innocents. Papa a du travail ailleurs pour quelque temps. Un mensonge de plus. J'étais en train de devenir experte en mensonges. Dans les jours qui ont suivi, ma nouvelle réalité s'est imposée brutalement. Daniel ne payait plus le loyer. Je devais me débrouiller seule avec mon salaire d'enseignante. L'appartement que nous louions était trop cher pour moi. Mais le pire, c'était l'isolement social. Daniel et Camilla avaient raconté leur version de l'histoire. Selon eux, j'étais devenue paranoïaque, jalouse, invivable. Ils présentèrent leur histoire comme un grand amour contrarié par une épouse difficile. Certaines de nos amies communes me donnaient raison, mais beaucoup restaient neutres. Dans le doute, elles préféraient éviter de prendre parti. Résultat, j'étais seule. Ma sœur habitait à Rio. Mes parents étaient décédés depuis longtemps. Les quelques amis qui me restaient fidèles avaient leur propre vie, leurs propres problèmes. Un soir, n'ayant plus les moyens de payer l'appartement, j'ai dû demander l'hospitalité à une collègue de travail. Maria était divorcée elle aussi, elle comprenait ma situation. Sophia et moi avons dormi sur son canapé-lit pendant 1 semaine. « Maman, pourquoi on dort chez tante Maria ?» Sophia commençait à poser des questions. « Notre appartement a des problèmes de plomberie, ma chérie. » Encore un mensonge. Combien de mensonges allais-je devoir inventer pour protéger l'innocence de ma fille? C'est pendant cette période difficile que j'ai reçu un appel de Maître Silva. « Madame Santos, j'ai de bonnes nouvelles. Avec toutes les preuves que vous avez réunies, nous avons un dossier solide. Nous pouvons demander le divorce pour faute et réclamer une pension alimentaire substantielle. Et la garde de Sophia? Aucun problème. Un père qui abandonne le domicile familial pour aller vivre avec sa maîtresse enceinte n'aura aucune chance d'obtenir la garde. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Il m'avait humiliée, trahie, isolée. Ils m'avaient fait passer pour folle auprès de nos amis. Ils avaient transformé ma vie en cauchemar. Mais j'avais les preuves, j'avais la vérité. Et la vérité, parfois, ça suffit à renverser les situations. Et les viraram au jogo, iu me tornait à vilain da propria historia. Mais cette histoire était loin d'être terminée. 3 mois se sont écoulés entre le dépôt de ma demande de divorce et l'audience. 3 mois pendant lesquels j'ai vécu dans l'incertitude, entre l'espoir et l'angoisse. Sophia et moi avions trouvé un petit appartement dans un quartier plus modeste. Ma fille s'adaptait tant bien que mal à notre nouvelle vie, mais je voyais bien qu'elle souffrait de l'absence de son père. Daniel la voyait tous les week-ends. Il venait la chercher dans sa nouvelle voiture, plus belle que l'ancienne. Visiblement, la vie avec Camilla lui réussissait financièrement. Cela m'intriguait d'ailleurs, car je savais que son salaire n'avait pas augmenté. Le matin de l'audience, je me suis levée à 5 heures. J'avais choisi un tailleur noir strict, professionnel, mais pas provocateur. Maître Silva m'avait conseillé de paraître digne et responsable. L'image compte beaucoup devant un juge, m'avait-elle rappelé. Le tribunal de São Paulo était intimidant avec ses couloirs froids et ses murs beiges. L'odeur de désinfectant mélangée à la tension humaine créait une atmosphère oppressante. J'ai retrouvé mon avocate dans le hall, impeccable dans son tailleur bleu marine. « Vous êtes prête, Laura ? Aussi prête qu'on peut l'être pour voir sa vie étalée devant des inconnus. Rappelez-vous, nous avons toutes les cartes en main. Restez calme et digne, quoi qu'il arrive. » Nous nous sommes dirigés vers la salle d'audience. C'est là que j'ai eu le choc de ma vie. Daniel était assis au premier rang avec son avocat, un homme corpulent aux cheveux gris. Mais ce qui m'a coupé le souffle, c'est la femme assise à côté de lui, Camilla. Enceinte de 6 mois maintenant, le ventre bien rond, rayonnante dans une robe blanche qui accentuait sa grossesse. Elle était là. Ma soi-disant meilleure amie était venue assister à l'audience de mon divorce, comme un témoin de leur victoire. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende dans toute la salle. Maître Silva a posé sa main sur mon bras. « Respirez, Laura. C'est exactement ce qu'on espérait. » Sa présence ne fait que confirmer leur relation. Le juge, un homme d'une 60aine d'années aux lunettes fines, a appelé notre affaire.
Divorce Santos contre Santos, demande de dissolution de mariage pour faute. L'avocat de Daniel a pris la parole en premier. Il a présenté une version édulcorée des faits, décrivant un mariage qui battait de l'aile depuis des années, une épouse devenue suspicieuse et agressive, un homme qui avait simplement trouvé l'amour ailleurs. Mon client ne nie pas sa relation avec mademoiselle Rodrigue, a-t-il déclaré. Mais cette relation a commencé après la séparation de fait du couple. Madame Santos était devenue invivable, jalouse sans raison, accusatrice, invivable, jalouse sans raison. J'ai serré les poings pour ne pas me lever et crier ma colère. Puis ce fut au tour de maître Silva. Elle s'est levée avec l'assurance d'une femme qui sait qu'elle va gagner. Monsieur le juge, permettez-moi de présenter les véritables faits de cette affaire. Elle a sorti une chemise épaisse et a commencé à énumérer les preuves, les messages entre Daniel et Camilla datant de 6 mois avant notre séparation, les photos de leur rendez-vous secret, les tickets de restaurant, l'échographie trouvée dans le portefeuille de Daniel. Voici le témoignage de Madame Ferreira, voisine des parties, qui atteste avoir vu Monsieur Santos et Mademoiselle Rodrigue ensemble dans l'immeuble conjugal en l'absence de mon cliente, et ceci plusieurs mois avant la séparation. Chaque preuve était un coup de poignard pour Daniel et Camilla. Je les voyais se décomposer à mesure que leur château de mensonges s'effondrait. Mais maître Silva n'avait pas fini. Elle a sorti une autre liasse de documents. Monsieur le juge, j'ai ici des éléments troublants concernant mademoiselle Rodrigue qui éclaireront cette affaire sous un jour nouveau. Mon avocate s'était renseignée sur le passé de Camilla. Ce qu'elle avait découvert m'avait moi-même choqué. Mademoiselle Rodrigue a déjà été impliquée dans la rupture de 2 autres couples mariés. En 2019, elle a eu une relation avec monsieur Carlos Mendes, marié et père de 2 enfants. Cette relation a abouti à une grossesse et à un divorce. L'enfant né de cette union a été retiré de sa garde par les services sociaux pour négligence. Le silence dans la salle était assourdissant. Camilla était devenue livide. Même Daniel la regardait avec des yeux ronds. En 2021, elle a récidivé avec monsieur Paulo Oliveira, également marié. Même schéma. Séduction, grossesse, rupture du couple. Cette fois, elle a fait une fausse couche, mais le mal était fait. J'étais sous le choc. Ma meilleure amie était une prédatrice récidiviste. Combien de familles avait-elle détruites? Combien d'enfants avaient souffert à cause d'elle? Monsieur le juge, nous avons ici un schéma répétitif de manipulation et de destruction de familles. Mademoiselle Rodrigues n'est pas une femme amoureuse qui a trouvé l'homme de sa vie. C'est une manipulatrice qui cible délibérément les hommes mariés. L'avocat de Daniel a tenté de se ressaisir. Ces allégations sur le passé de Mademoiselle Rodrigues ne changent rien au fait que mon client et Madame Santos avaient des problèmes conjugaux. Vraiment? Maître Silva a souri. Alors comment expliquez-vous ceci? Elle a sorti les relevés bancaires de Daniel que j'avais réussi à obtenir grâce à mes droits d'épouse. Depuis 6 mois, Monsieur Santos effectue des virements réguliers vers un compte offshore aux îles Caïmans. Au total, plus de 50 000 € ont été transférés. Argent qui, légalement, appartient à la communauté conjugale. Daniel était maintenant aussi pâle que Camilla. Il cachait de l'argent. Notre argent. L'argent de Sofia. De plus, Monsieur Santos a ouvert un crédit immobilier pour l'achat d'un appartement à Pinheiros, appartement où vit actuellement Mademoiselle Rodrigue. Crédit contracté avec des documents falsifiés sur ses revenus. Le juge a froncé les sourcils. Les affaires de fraude bancaire, c'était du sérieux. Monsieur Santos, a dit le juge d'une voix grave, êtes-vous conscient que la dissimulation d'actifs conjugaux et la falsification de documents bancaires sont des délits passibles d'emprisonnement? Daniel a balbutié quelque chose d'incompréhensible. Son avocat lui a chuchoté de se taire. C'est à ce moment-là que Camilla s'est levée brusquement. Je ne me sens pas bien. Elle a porté la main à son front et a vacillé. Daniel s'est précipité pour la soutenir. Même dans cette situation, même après toutes ces révélations, il la protégeait encore. « Monsieur le juge, a dit maître Silva avec un calme olympien, je présente ici le parfait exemple du schéma de manipulation utilisé par mademoiselle Rodrigue. Même prise en flagrant délit, elle joue la carte de la femme fragile et enceinte pour échapper aux conséquences de ses actes. Camilla a lancé un regard noir vers mon avocate, puis vers moi. Pour la première fois depuis 20 ans, j'ai vu son vrai visage. Froid, calculateur, sans une once de remords. Le juge a suspendu l'audience pour permettre à Camilla de se reposer.
Mais le mal était fait. Tous leurs mensonges étaient exposés au grand jour. Dans le couloir, pendant la pause, Daniel s'est approché de moi. « Laura, je ne savais pas pour son passé. Je te jure que je ne savais pas. Tu ne savais pas non plus que tu me trompais depuis 6 mois ?» Il a baissé les yeux. Même maintenant, même face à l'évidence de la manipulation dont il avait été victime, il ne présentait aucune excuse. Quand l'audience a repris, le juge a rendu sa décision. Divorce prononcé aux torts exclusifs de Daniel. Garde complète accordée à Sofia sous ma responsabilité. Pension alimentaire maximale. Et surtout, ordre de restitution immédiate des fonds détournés. En quelques phrases, le juge avait remis les choses à leur place. J'étais la victime, pas la coupable. J'étais la mère légitime, pas la femme hystérique. En sortant du tribunal, j'ai vu Camila et Daniel se disputer violemment sur le parking. Leur histoire d'amour parfaite prenait déjà l'eau face à la réalité des conséquences. Na sala de audiencia, todos ficaram em silêncio. Mais ce silence était celui de la vérité qui éclate enfin. Je pensais que le jugement marquerait la fin de mon calvaire. J'avais tort. C'était en réalité le début d'une tempête médiatique que je n'avais pas vu venir. 3 jours après l'audience, j'ai reçu un appel d'une journaliste du journal local. Quelqu'un avait transmis l'affaire à la presse. Quelqu'un qui connaissait tous les détails sordides de l'histoire. Madame Santos, nous préparons un article sur les prédatrices sentimentales. Votre cas nous intéresse particulièrement. Accepteriez-vous de témoigner ? Ma première réaction a été de refuser. Je voulais tourner la page, pas l'étaler dans les journaux. Mais la journaliste a insisté. Nous avons retrouvé d'autres victimes de Camila Rodrigue. Votre témoignage pourrait aider à prévenir de futures familles de tomber dans son piège. D'autres victimes. Ce mot a résonné dans ma tête. J'étais loin d'être la seule à avoir souffert par la faute de Camila. J'ai accepté de rencontrer la journaliste. Clara Nascimento était une femme de mon âge, spécialisée dans les faits de société. Elle avait mené une véritable enquête sur Camila. « Laura, puis-je vous appeler Laura ? Ce que vous avez vécu n'est que la partie visible de l'iceberg. » Elle a étalé devant moi un dossier épais. Photos, témoignages, documents officiels. Camila avait fait des ravages. En 15 ans, nous avons recensé au moins 6 familles détruites par ces manipulations. Toujours le même schéma. Elle se lie d'amitié avec une femme mariée, gagne sa confiance, puis séduit le mari. 6 familles. 6 femmes qui avaient vécu ce que je vivais. 6 enfants qui avaient déjà vu leur monde s'écrouler. Mais il y a plus grave encore, a continué Clara. Camila Rodrigue n'agit pas seule, elle fait partie d'un réseau organisé. Un réseau ? Je ne comprenais pas. Nous avons découvert qu'elle était en contact avec d'autres femmes qui utilisent les mêmes méthodes. Elles s'échangent des informations sur leurs cibles, des conseils de manipulation, même des stratégies légales pour obtenir un maximum d'argent. L'horreur de cette révélation m'a glacé le sang. Camila n'était pas une femme perdue qui multipliait les erreurs sentimentales. C'était une criminelle professionnelle. Et Daniel ? Il était au courant ? Nous pensons qu'il a été manipulé au début, comme tous les autres. Mais les transferts d'argent vers les îles Caïmans suggèrent qu'à un moment, il est devenu complice. Complice. Mon mari n'était pas seulement un homme faible qui avait cédé à la tentation, il était devenu un criminel. L'article est paru le dimanche suivant. Première page du journal local. Le réseau des briseuses de couple, comment elles détruisent les familles pour s'enrichir. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Des journalistes, des avocats, mais aussi des femmes qui avaient vécu la même chose. Le standard du journal était saturé. Parmi tous ces appels, il y en a un qui m'a particulièrement marqué. Fernanda, une des anciennes victimes de Camila. Laura, je vous remercie d'avoir parlé. Grâce à vous, j'ai enfin compris que je n'étais pas folle. Fernanda m'a raconté son histoire. Identique à la mienne dans les grandes lignes, mais avec des variantes cruelles. Camila avait non seulement détruit son mariage, mais aussi monté son ex-mari contre elle lors de la bataille pour la garde de leur fils. Elle avait réussi à convaincre mon mari que j'étais une mère indigne. J'ai perdu la garde de mon fils pendant 2 ans. 2 ans sans son enfant. J'ai pensé à Sofia et j'ai frissonné. Cela aurait pu être nous. Les conséquences médiatiques ont été immédiates pour Daniel et Camila. L'entreprise de Daniel a ouvert une enquête interne sur ses finances. Rapidement, d'autres irrégularités ont été découvertes. Il détournait de l'argent de ses clients depuis des mois pour financer le train de vie de Camila. 15 jours après la publication de l'article, Daniel a été licencié et fait l'objet de poursuites pénales. L'appartement de Pinheiros a été saisi par la banque.
Camilla s'est retrouvée à la rue, enceinte de 7 mois. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. L'enquête journalistique avait réveillé d'autres affaires. Une association de victimes s'est créée. Des plaintes ont été déposées. Camilla était maintenant poursuivie pour escroquerie en bande organisée. Un matin, j'ai reçu un appel inattendu. C'était la mère de Daniel, Sylvana. Nous n'avions jamais eu de relation très chaleureuse, mais sa voix tremblait d'émotion. « Laura, il faut que je te dise quelque chose. J'aurais dû te parler plus tôt. » Elle m'a donné rendez-vous dans un café du centre-ville. Quand je l'ai vue, j'ai été choquée. Elle avait vieilli de 10 ans en quelques mois. J'ai toujours su que Daniel avait des problèmes avec l'argent, m'a-t-elle avoué. Depuis l'adolescence, il mentait, il volait de petites sommes. Son père et moi ont fermé les yeux. Elle m'a raconté des épisodes de la jeunesse de Daniel que j'ignorais. Des mensonges répétés, des petites arnaques, une tendance à manipuler les gens. Quand tu l'as épousé, j'ai cru qu'il avait changé. Tu étais si droite, si honnête. Je pensais que tu l'aiderais à devenir meilleure. Mais le plus choquant était à venir. Il y a 6 mois, il m'a demandé de l'argent, beaucoup d'argent. Il m'a dit que c'était pour acheter une maison surprise pour toi et Sophia. J'ai hypothéqué ma maison pour lui donner 50 000 €. 50 000 €. L'argent qui était parti aux îles Caïmans. Daniel avait ruiné sa propre mère pour financer sa nouvelle vie avec Camilla. Il n'était pas seulement victime de cette femme, Laura. Il était son complice depuis le début. En sortant de ce café, j'ai enfin compris l'ampleur de la manipulation dont j'avais été victime. Ce n'était pas juste une histoire d'infidélité. C'était un plan orchestré pour me dépouiller de tout. Mon mari, ma meilleure amie, mon argent, peut-être même ma fille. E então, percebi, nenhum dos dois era vítima. Ils étaient tous les deux des prédateurs. Et moi, j'avais été leur proie parfaite. Aujourd'hui, 2 ans après cette audience qui a changé ma vie, je vis seule avec Sophia dans notre petit appartement de Villa Madalena. C'est un 3 pièces modeste, mais c'est notre chez nous. Nos murs, nos règles, notre paix. Le matin, je me réveille sans cette boule d'angoisse dans l'estomac qui m'accompagnait depuis des mois. Je prépare le petit déjeuner de ma fille, je l'accompagne à l'école, je vais enseigner l'histoire à mes élèves. Une vie simple, mais authentique. Sophia a maintenant 10 ans. Elle a grandi, mûri plus vite que je l'aurais voulu. Les enfants de parents divorcés apprennent très tôt que les adultes ne sont pas parfaits. Mais elle s'épanouit. Ses notes sont excellentes. Elle a de nouveaux amis. Elle rit beaucoup. « Maman, tu es plus souriante qu'avant », m'a-t-elle dit l'autre jour en me regardant préparer le dîner. Plus souriante. Mon enfant avait remarqué ce que je n'osais pas m'avouer. J'étais plus heureuse sans Daniel qu'avec lui. Daniel purge actuellement une peine de 3 ans de prison pour escroquerie et détournement de fonds. L'enquête judiciaire a révélé qu'il avait volé plus de 200 000 € à ses clients et à sa propre mère. Sophia le voit 1 fois par mois, dans le parloir de la prison. Elle revient toujours de ses visites silencieuses et tristes. « Il pleure beaucoup, papa », m'a-t-elle confié un jour. Il dit qu'il regrette tout. Je ne ressens ni pitié ni colère pour lui. Juste une immense indifférence. L'homme que j'ai aimé pendant 10 ans n'existe plus. Peut-être n'a-t-il jamais existé. Camilla a accouché d'un petit garçon en janvier dernier. L'enfant a été placé en famille d'accueil dès sa naissance. Les services sociaux avaient été alertés par l'association des victimes. Une femme avec son passé ne pouvait pas élever un enfant. J'ai appris par la presse qu'elle avait été condamnée à 5 ans de prison ferme pour escroquerie en bande organisée. Le réseau qu'elle dirigeait avec 3 autres femmes a été démantelé. 15 familles ont été identifiées comme victimes. Parfois, je pense à ce petit garçon innocent. Il portera toute sa vie le poids des crimes de ses parents. J'espère qu'il trouvera une famille aimante qui l'aidera à construire une vie meilleure que celle que lui promettaient ses géniteurs. Mes finances se sont stabilisées. La pension alimentaire versée par Daniel avant son incarcération m'a permis de rembourser nos dettes. J'ai même pu mettre un peu d'argent de côté pour les études de Sophia. Mon salaire d'enseignante n'est pas mirobolant, mais il nous suffit. J'ai repris contact avec d'anciennes amies que j'avais négligées pendant mon mariage. Je me suis inscrite à un cours de yoga. Le week-end, Sophia et moi explorons São Paulo, découvrons de nouveaux quartiers, de nouveaux restaurants. Nous créons de nouveaux souvenirs, loin des fantômes du passé. Les cicatrices sont encore là, bien sûr. Parfois, quand je vois un couple se disputer dans la rue, mon cœur se serre. Quand Sophia me pose des questions sur son père, je dois choisir mes mots avec précaution.
Comment expliquer à un enfant que son père est un criminel sans détruire l'image qu'elle a de lui? Je vais chez une psychologue une fois par mois. Dr Béatrice m'aide à comprendre les mécanismes de manipulation dont j'ai été victime, à identifier les signaux d'alarme que j'avais ignorés. Cette thérapie m'a appris quelque chose d'essentiel. Je n'étais pas responsable de leurs actes. Vous étiez une victime, Laura, me répète-t-elle. Vous avez fait confiance, aimé, partagé. Ce sont de belles qualités humaines. Le problème n'était pas en vous, mais en eux. L'association des victimes créée après l'affaire continue son travail. Nous recevons régulièrement des témoignages de femmes qui ont vécu des situations similaires. Certaines nous contactent avant même d'être certaines d'être trompées, juste parce qu'elles sentent que quelque chose ne va pas. J'ai accepté de devenir bénévole pour cette association. Une fois par semaine, je reçois des femmes qui doutent, qui souffrent, qui ne savent plus à qui faire confiance. Je leur raconte mon histoire, je les encourage à faire confiance à leur intuition, à documenter les faits suspects. Votre instinct ne vous trompe jamais, leur dis-je. Si quelque chose vous paraît bizarre, c'est probablement parce que c'est bizarre. Ces rencontres me donnent l'impression que mon calvaire n'a pas été inutile. Si mon témoignage peut éviter à d'autres femmes de vivre ce que j'ai vécu, alors toute cette souffrance aura eu un sens. Récemment, j'ai croisé une ancienne amie commune de Camilla et moi dans un supermarché. Elle m'a regardée avec gêne, ne sachant visiblement pas quoi me dire. « Tu savais ?» J'ai fini par lui demander. Je me doutais de quelque chose, mais je n'étais sûre de rien. Et puis, tu avais l'air si heureuse, si heureuse. L'ironie de cette phrase m'a fait sourire. J'avais l'air heureuse parce que je vivais dans l'illusion. Aujourd'hui, je ne fais plus semblant. Mon bonheur est peut-être plus fragile, mais il est réel. Le soir, quand Sophia dort et que je me retrouve seule dans mon salon, je repense parfois à ces 20 années d'amitié avec Camilla, aux fous rires, aux confidences, aux moments de complicité que je croyais sincères. Tout cela était-il du mensonge? Ou y avait-il eu de vrais sentiments au début, avant qu'elle ne devienne cette prédatrice? Je ne le saurai jamais. Et finalement, peu importe. Ce qui compte, c'est que je suis libre maintenant. Libre de leurs mensonges, de leurs manipulations, de leurs jeux pervers. Et si c'était vous? Si votre meilleur ami et votre conjoint vous trahissaient de la pire des manières, pourriez-vous leur pardonner? Pourriez-vous faire confiance à nouveau? Moi, j'ai choisi de ne pas pardonner, mais de ne plus haïr. J'ai choisi de reconstruire plutôt que de me venger. J'ai choisi la liberté. Dis-moi en commentaire d'où tu écoutes mon histoire et abonne-toi pour d'autres récits comme celui-ci.